I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, L'annonce de la déclaration de Charles et William fut un véritable coup de poignard. Je savais depuis longtemps qu'un jour le silence ne suffirait plus, mais rien n'aurait pu me préparer à la façon dont cette nouvelle paralyserait le pays, ma famille et moi-même. Tandis que le palais préparait minutieusement son discours, j'avais l'impression d'assister à un ouragan inéluctable qui ralentissait tout en restant inexorable. Et lorsque le message parvint enfin bref et laconique, je sus que plus rien ne serait jamais comme avant. La déclaration conjointe du roi Charles et du prince William a été qualifiée d'historique par les médias, mais pour moi, elle a marqué un tournant décisif. Leur présence côte à côte était en soi un signal fort. Dans notre monde, rien n'est spontané. Même les émotions sont orchestrées. Le fait que ces deux hommes aient abandonné leur stoïcisme et fait preuve de vulnérabilité indiquait que la situation était bien plus grave que je ne l'avais jamais laissé entendre. Leurs premiers mots, que mon état avait pris une tournure inattendue et inquiétante, étaient si soigneusement choisis qu'ils sonnaient presque comme une intervention chirurgicale. Et pourtant, chaque mot résonnait comme un coup de poing. J'aimerais pouvoir dire que je suis resté calme à ce moment-là, mais ce serait mentir. Je sentais mon cœur battre la chamade, mes mains trembler, l'air s'alourdir soudainement. Non pas à cause du diagnostic lui-même, ni à cause de la douleur physique, mais à cause de la conscience que cet instant ne m'appartenait plus. Il appartenait désormais au monde entier. Mon corps, mon combat, ma peur, tout cela était devenu un bien commun, offert à toutes les interprétations, à toutes les spéculations, à toutes les analyses de personnes qui ne m'avaient jamais rencontré et qui pourtant croyaient me connaître. À l'extérieur du palais, tout a basculé en quelques minutes. Des milliers de personnes se sont rassemblées bougies à la main devant Buckingham Palace, le château de Windsor et Kensington Palace. Un silence pesant plus lourd que n'importe quel cri s'est abattu sur les rues. Les gens étaient rivés à leurs écrans, écoutaient les présentateurs de journaux télévisés qui peinaient à maîtriser leur voix et m'écrivaient des messages auxquels je ne pourrais jamais répondre personnellement. C'était comme si le pays tout entier retenait son souffle dans l'attente de la suite, redoutant le pire. Et derrière tout cela, à l'abri des regards, se tenait ma présence. J'entendais le cliquetis lointain des appareils photos, le léger bourdonnement des hélicoptères survolant Windsor, mais rien ne semblait réel. J'avais l'impression d'observer ma propre histoire à travers une étroite fente dans une porte close. Une histoire dont j'ignorais la fin. La réaction du monde entier a été extraordinaire. Dirigeants, célébrités et gens ordinaires ont envoyé des messages. Mais si tous exprimaient leur soutien, je sentais aussi la pression monter. Car plus les gens se sentaient concernés par mon combat, moins il y avait de place pour mes propres peurs, mes propres insécurités, mes propres pensées. Je suis devenu un symbole, une icône, une source d'inspiration. Tout sauf humaine. Mais c'est leur réaction qui m'a finalement fait prendre conscience de la portée de cette annonce. Le monde s'est figé non pas parce que j'étais une princesse, mais parce que j'étais une femme qui vivait une expérience partagée par des millions d'autres. Soudain, je n'étais plus un rôle, mais un miroir. Ma vulnérabilité est devenue la leur. Leur espoir est devenu mon fardeau. Et pourtant, j'éprouvais une étrange forme de gratitude. Car aussi insupportable que fût parfois l'attention du public, elle me montrait que je n'étais pas seul. Même lorsque j'avais l'impression que mon corps me lâchait, je sentais qu'un pays entier me soutenait. Mais en même temps, une question lancinante persistait en moi, une question qui persistait même au milieu des marques de soutien et des messages du monde entier. Quelle part de moi-même ai-je dû perdre avant de réaliser que j'étais encore en vie ? C'était le début d'une histoire bien plus profonde qu'une simple explication, un diagnostic ou une annonce royale. C'était le début d'un combat que je ne mènerais pas seul mais dont personne ne soupçonnait la difficulté. Le silence qui a tout déclenché était peut-être encore plus terrifiant que l'annonce finale elle-même. Car dans notre monde, le silence n'est jamais synonyme de paix. Il signifie qu'on vous cache quelque chose, que la vérité est enfermée derrière d'épais murs, qu'une décision est reportée parce que personne n'ose en assumer les conséquences. Tandis que le monde extérieur tentait de se rassurer avec des expressions comme « période de convalescence normale » et « temps en famille », je sentais chaque jour d'absence ébranler un peu plus les fondements de la monarchie. Car rien, absolument rien n'est aussi suspect dans nos vies qu'une princesse qui disparaît soudainement. Tout avait commencé innocemment. Une opération paraît-il planifiée et réussie. Une période de repos qui, d'après les comptes rendus, s'était déroulée parfaitement comme prévu. Et j'aurais peut-être cru à cette histoire si je n'avais pas senti en secret mon corps me trahir. Tandis que le palais parlait de guérison, je sentais chaque jour plus lourd, comme si je marchais dans une couche invisible de boue qui m'entraînait toujours plus profondément sous terre. Pourtant, le monde extérieur restait patient, presque naïf. Les jours se transformèrent en semaines et toujours aucune photo, aucun adieu, aucune image rassurante de moi tenant un livre avec un doux sourire ou saluant les enfants. Je savais ce que cela signifiait. Le compte à rebours était lancé. Car lorsque le silence s'éternise, il devient dangereux.
Depuis des décennies, les paparazzis campent aux portes de chaque maison à la moindre occasion d'entrevoir nos vies. Mais cette fois-ci, ils n'ont rien trouvé. Aucune visite dans une clinique privée, aucune virée en voiture aux vitres teintées surgit par hasard au bon moment. C'était comme si j'avais disparu de la surface de la Terre. Et ce silence n'en était que plus assourdissant. Au sein du palais, les premières fissures commençaient à apparaître. Les consultants en communication d'ordinaire maîtres dans l'art de la narration s'inquiétaient. Tandis que le public était encore en haleine, il sentait déjà le récit se déliter. Chacun savait que le silence n'est jamais choisi au hasard. Il est stratégiquement employé, mesuré, manipulé. Mais cette fois, murmura une voix, il n'avait rien de stratégique. Il avait quelque chose d'existentiel. Pendant ce temps, j'observais William changer. Il s'efforçait de maintenir une routine, engagement, réunion, visite, qu'il gérait avec un sourire crispé. Mais derrière ce sourire, je voyais quelque chose se briser. Il disait être fatigué, que c'était trop lourd à porter. Mais la vérité était plus claire que n'importe quelle phrase, il portait un fardeau qu'il ne pouvait partager car personne n'avait le droit de savoir ce qui se passait réellement. Et les moments où il annulait des rendez-vous à l'improviste, où son emploi du temps se libérait soudainement, alimentaient encore plus de questions. La presse jamais avare de spéculation a commencé à poser des questions de plus en plus insistantes. D'abord avec prudence, puis avec insistance. Pourquoi n'y a-t-il pas de photos? Pourquoi ne constatons-nous aucun progrès? Pourquoi le prince apparaît-il sans sourire? Et tandis que toutes ces questions s'accumulaient, nous restions silencieux. Non pas par désir de mentir, mais parce que nous étions encore en pleine recherche. Que pouvions-nous dire alors que la vérité était encore incertaine? Comment rassurer le monde sans avoir encore apprivoisé notre propre peur? La première fuite ne provenait pas du palais mais d'un employé de la London Clinic. Une simple phrase murmurée à huis clos a ensuite fait le tour du monde grâce à un journaliste étranger, c'est pire qu'ils ne le disent. Cette simple phrase a mis le feu aux poudres. Le silence n'était plus un bouclier, mais une accusation. Dès lors reculer était impossible. Le monde voulait savoir ce qui se passait et n'attendrait pas que nous soyons prêts à parler. William s'impatientait, presque s'agitait. Son calme habituel devint plus erratique. Le palais tenta de le rassurer, de lui rappeler le protocole, mais il ne pouvait plus feindre. Comment pouvait-il sourire lors des réceptions officielles alors qu'il passait ses nuits à veiller sur une femme qui ne respirait plus comme avant, qui semblait lui échapper sans qu'il puisse rien y faire? J'ai perçu ses inquiétudes et je les ai senties se resserrer comme des chaînes autour de sa poitrine. Il perdait confiance dans les conseillers qui s'étaient toujours interposés entre nous et le monde. Il se montrait de moins en moins coopératif. Il s'est renfermé sur lui-même. Et dans ce silence entre nous, un silence encore plus douloureux que le silence public, j'ai senti le point de rupture approcher. Ce que le monde ignorait, c'est que la vérité était depuis longtemps devenue trop lourde à porter pour être tue. Mais que faire lorsque la révélation semble menacer non seulement votre propre vie, mais aussi la stabilité de toute une nation? Cette question n'arrêtait pas de résonner dans mon esprit jour et nuit jusqu'à ce qu'elle devienne finalement inévitable. La vérité sur ma dépression ne m'a pas frappé d'un coup, mais s'est insidieusement infiltrée comme l'œil et l'eau qui s'infiltre par une fissure jusqu'à faire s'écrouler le mur. Avec le recul, je vois que les signes étaient toujours là disséminés pendant des mois, à ignorer les symptômes, à les rationaliser, à les minimiser. Car dans un monde où le devoir prime souvent sur la santé physique, il devient trop facile de se convaincre qu'on peut continuer comme ça. Se dire « tiens bon, suffit ». Mais le corps ne ment jamais. Et quand il proteste, il le fait avec une franchise qu'aucun protocole ne peut égaler. Mon premier signe d'alerte est survenu lors d'un événement organisé par un hôpital pour enfants. En passant devant les enfants admirant leurs dessins, j'ai ressenti un étrange vertige. Un vertige qui ne vient ni de la fatigue ni du stress, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qui remonte du plus profond de moi. J'ai continué à sourire comme toujours. Mais en coulisses, j'ai dû m'asseoir le temps qu'un membre du personnel m'apporte de l'eau. Ma tête était sautée, ce n'est rien, me suis-je dit. Juste une journée chargée. Mais cela se reproduisit cette fois-ci lors d'un dîner privé. Alors que je me levais pour saluer un invité, ma vision se brouilla en un instant. Une sueur froide me parcourut. Mes doigts tremblaient. Un vide m'envahit la poitrine comme si mon cœur avait momentanément oublié sa mission. William me rattrapa avant que je ne tombe et le personnel nous conduisit discrètement dans une pièce à côté. Aucune photo, aucun message, aucune trace. On m'expliqua plus tard qu'il s'agissait d'une migraine. J'acceptais cette explication car dire la vérité me paraissait encore trop difficile à ce moment-là. Ce que j'ignorais alors, mais que les médecins ont confirmé par la suite, c'est que mon corps luttait depuis des mois contre quelque chose de bien plus agressif que la simple fatigue. À huis clos, au cœur d'une clinique réputée pour sa discrétion et son expertise, les examens d'imagerie et les analyses de sang ont commencé à révéler une histoire que personne ne voulait entendre. Des anomalies, des marqueurs inexpliqués. Des zones suspectes qui nécessitaient un nouvel examen. L'interprétation initiale était prudemment optimiste, peut-être quelque chose de mineur, mais personne ne voulait prendre de risques.
Pourtant, l'enquête fut reportée. Non par négligence, mais en raison d'une conjonction de facteurs qui ne peuvent se conjuguer qu'au sein d'un système royal, obligations publiques, gestion de la réputation, crainte que des problèmes de santé concomitants ne sèment la panique parmi les membres les plus importants de la famille. Car pendant que je menais mon propre combat, Charles menait le sien. Et une institution fondée sur la stabilité ne peut tolérer un double effondrement. Voilà la dure réalité à laquelle je participe moi aussi. Une réalité où même les décisions médicales sont parfois retardées pour préserver l'illusion de la maîtrise. Les médecins voulaient aller de l'avant, les conseillers voulaient attendre, et moi j'étais prise au piège dans ce vide, un endroit où trop insignifiante en tant qu'être humain et trop importante en tant que princesse, on ne peut se faire entendre. Lorsque les symptômes se sont aggravés, douleurs croissantes, fatigue extrême, essoufflement, la décision a finalement été prise. Les examens se sont enchaînés à un rythme effréné. Biopsie, IRM, toute une batterie de tests auxquels aucune partie de mon corps n'a échappé. Le diagnostic, lorsqu'il est tombé, a été à la fois un coup dur et la confirmation de ce que mon corps essayait de me dire depuis des mois, un cancer. Pas à un stade précoce, pas sous une forme traitable, mais agressif. Dur, insidieux. Dans les instants qui ont suivi l'annonce des résultats, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Non seulement par peur pour moi-même, mais aussi par peur de ce que cela signifierait pour William, pour les enfants. J'essayais de respirer, mais chaque inspiration me donnait l'impression d'avaler des morceaux de réalité auxquels je n'étais pas préparé. Alors que je me débattais avec cette nouvelle vérité, une autre bataille commençait sans aucun lien avec les cellules ou les traitements, mais avec la question de savoir qui était responsable de ce retard. Peu à peu, il devint évident que certains détails avaient été délibérément dissimulés, que des signaux n'avaient pas été transmis à William, que des informations avaient été filtrées pour limiter la pression sur la monarchie. Des décisions prises au nom de la stabilité, mais qui au final n'ont fait qu'aggraver ma situation. Je me souviens de ma colère initiale. Pas une colère explosive, mais une colère profonde et froide. La colère que mon corps ait été traité comme une variable, un facteur dans un jeu plus vaste. La colère qu'une institution soit jugée plus importante que ma vie. Mais ensuite, autre chose est apparue, la détermination. Car maintenant qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, je devais aller de l'avant. Après mon malaise littéralement à Adelaide Cottage, tout a basculé. Ce n'était plus un jeu politique, plus de stratégie de relations publiques, plus besoin de façades soigneusement orchestrées. C'était l'urgence. C'était une question de vie ou de mort. C'était le moment où l'illusion s'est brisée et où seule la vérité a subsisté. William m'a vu ce soir-là dans un état qu'il n'aurait jamais dû voir. Un instant, il a perdu sa distance, son calme royal, et j'ai vu dans ses yeux qu'il comprenait ce que j'avais ressenti tout ce temps. Ce n'était plus un passage secret vers la maladie. C'était un combat qui allait tout changer. Ce que personne d'autre ne savait et ne saura peut-être jamais, c'est à quel point j'étais proche à ce moment précis du point de non-retour où mon corps et mon esprit étaient prêts à abandonner. Mais c'est cet effondrement, cette chute inéluctable qui a tout déclenché. Ce qui a poussé Charles à intervenir, ce qui a rendu la vérité impossible à dissimuler plus longtemps, ce qui a enfin fait s'effondrer le mur du silence. Et lorsque je repense à cette période, une question continue de me tarauder tacite mais toujours présente. Aurions-nous pu régler ce problème bien plus tôt si la vérité n'avait pas été si soigneusement dissimulée? Une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse, mais dont le poids me rappelle chaque jour la fragilité même des plus grandes constructions. Lorsque le diagnostic tomba enfin, j'eus l'impression que les murs du palais se refermaient sur moi comme s'ils cherchaient à capter le moindre écho de mes pensées. Personne n'aurait pu se préparer à la violence avec laquelle cette réalité allait déchirer notre famille. Le combat que menait mon corps fut bientôt éclipsé par un autre qui se jouait dans les couloirs de Kensington, Windsor et Buckingham. Car dans notre monde, la maladie n'est jamais qu'un simple problème médical. C'est un bouleversement politique, un bouleversement émotionnel, une crise institutionnelle. Et c'est précisément ce qui se produisit, tout commença à s'effondrer. William fut le premier dont le masque se fissura visiblement. Cet homme qui avait passé sa vie à garder le contrôle, à afficher une impassibilité exemplaire et à ne jamais en révéler plus que nécessaire, perdit peu à peu cette maîtrise. Pas en public jamais, sous l'œil des caméras. Mais chez lui, le soir, lors de conversations où sa voix se brisait avant même que les mots ne sortent. Je vis son combat intérieur entre le devoir et l'amour, entre la représentation et l'humanité. Il fut celui qui persévéra quand je n'en pus plus, mais en même temps, il fut celui que le silence du palais affecta le plus. Le chaos s'empara des murs de l'Institut, une sorte de panique organisée que seul un système bâti sur l'illusion de la stabilité peut engendrer. Car nul ne savait ce que l'avenir réservait. Les conseillers principaux s'efforçaient de garder leur calme, mais leur voix tremblait, trahissant leur peur. Ils voulaient maîtriser la situation, l'apaiser, la contenir. Mais comment contrôler ce qui était incontrôlable depuis des mois?
Le service de communication qui avait été pendant des années la machine la mieux organisée de la monarchie s'effondra presque immédiatement sous la pression. Chacun savait que la vérité ne pouvait plus être dissimulée, mais personne ne savait comment la révéler sans ébranler les fondements même de la monarchie. La conviction que tout était maîtrisable, image, récit, perception, perdit soudain toute valeur, car aucune stratégie ne peut résister à un corps qui refuse d'obéir. Il est presque ironique de voir comment les cercles du palais ont agi. Pris de panique, ils voulaient rétablir le récit. Comme si ma maladie n'était qu'un problème de relations publiques qu'on pouvait facilement dissimuler. Ils ont débattu d'expressions comme « prudemment positif »,« temporairement vulnérable »,« possible repos prolongé », mais chaque euphémisme sonnait comme un déni de ma réalité. Alors que Guillaume tentait de s'imposer au sein du Conseil des conseillers, les tensions s'accentuèrent entre lui et ceux qui, depuis des générations, savaient ce qui était le mieux pour l'institution. Mais eux, ils ignoraient ce qui était le mieux pour nous. Ils ne comprenaient pas sa colère lorsqu'il les accusait de tromperie, de dissimulation, de mettre en danger mon bien-être au nom de la couronne. Et je le comprenais, car pendant que je me battais pour ma santé, il se battait pour ma dignité. Le palais ne céda finalement que lorsque Charles intervint. Sa santé était fragile, mais ses paroles, elles étaient fermes. Il déclara haut et fort, plus de mensonges, plus de silence, plus de faux-semblants. C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un osait le dire à voix haute, et pourtant cela semblait trop peu trop tard, car tant de dégâts étaient déjà faits à la confiance, aux relations, aux liens familiaux. Lorsque Charles et William ont publié conjointement cette déclaration, elle a été perçue comme un signe d'unité. Mais derrière cette unité se cachait une douleur profonde. Une douleur que nous seuls pourrons jamais pleinement comprendre. Car parallèlement à cette déclaration, notre famille a révélé autre chose, la reconnaissance de notre manque de transparence, d'honnêteté et d'humanité. Charlotte et Georges sentaient la tension même quand on essayait de les protéger. Les enfants voient plus loin que les adultes ne le pensent. Ils entendaient sur les chuchotements derrière les portes, ils voyaient les yeux gonflés, les regards voilés, les moments où William devait s'éloigner un instant pour ne pas qu'il voie sa peur. Louis demandait pourquoi tout le monde chuchotait. Comment expliquer que son monde s'écroule tout en essayant de rester forte pour trois petits cœurs qui ne désirent rien d'autre qu'une maman souriante? Mais la véritable rupture survint lorsque Guillaume rompit les liens avec ses conseillers et déclara qu'il ne laisserait plus des personnes qui ne lui avaient jamais consacré leur vie comme le fait une famille et prendre des décisions. À cet instant, il cessa d'être le futur roi, mais un époux, un père et un être humain. Ce combat, entre le privé et le public, entre le devoir et le désir, entre le silence institutionnel et l'honnêteté humaine, nous a tous changés. Et pourtant, cette question continuait de me tarauder comme un écho qui refusait de s'éteindre. Quelle part de nous-mêmes avons-nous dû perdre avant que le palais comprenne enfin que derrière chaque titre bat un cœur aussi fragile que n'importe quel autre? La crise au sein de la monarchie a atteint son paroxysme lorsque ma maladie a cessé d'être un simple problème médical ou émotionnel pour devenir un risque institutionnel. Tandis que je luttais contre les traitements, la douleur et l'épuisement, je sentais la tension monter autour de moi comme si chaque membre de ma famille, chaque conseiller, chaque membre du personnel savait soudain que ma situation affectait bien plus que notre seule famille. Elle a touché le cœur même du système royal. Car personne n'ose l'admettre ouvertement, mais mon absence a créé un vide que le palais n'avait jamais connu. Certaines choses sont irremplaçables, irremplaçables, irremplaçables. Et cela est devenu douloureusement évident. Allongé dans ma chambre d'hôpital parfois trop faible pour garder les yeux ouverts, les discussions au sein du palais faisaient des rages. Non pas sur ma personne, mais sur mon rôle, ma présence, ma fonction au sein d'un système régi depuis des siècles par le symbolisme, la continuité et la représentation. Et c'est précisément pour cette raison que cette période fut une révélation glaciale. Tant que vous êtes en bonne santé, vous êtes célébré. Dès que vous vous effondrez, vous devenez une source de peur. Les premières réunions portaient encore sur des questions pratiques qui me succéderaient dans mes fonctions publiques. Combien de mois la monarchie pourrait-elle fonctionner sans une figure féminine emblématique pour assurer sa stabilité? Mais bientôt, ces questions devinrent plus graves, plus politiques, plus complexes. Car qu'advient-il d'une couronne lorsque la personne censée porter son avenir disparaît subitement? La princesse Anne a assumé plus de responsabilités que jamais, comme si elle voulait prendre en charge tout ce que j'avais dû abandonner. Sophie, quant à elle, est restée fidèle et s'est dévouée corps et âme à sa famille. Mais même alors, il est devenu évident que personne ne pouvait me remplacer. Non pas parce que j'étais indispensable, mais parce que la monarchie moderne s'était discrètement construite autour de moi au cours de la dernière décennie, mon travail, mes initiatives, mon style de communication, mon lien avec le public. Ce n'était pas prévu, mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Et à mesure que ma santé se détériorait, ce vide s'accentuait. J'entendais parler de tensions entre les différents services du palais, de conflits entre conseillers, de discussions interminables, car personne ne savait quelle était la meilleure solution.
La monarchie devait continuer, mais sans moi, la situation était plus difficile, plus fragile, plus instable. Les médias ont commencé à s'en apercevoir aussi. Non pas par le biais de documents divulgués ou de déclarations officielles, mais par quelque chose de plus subtil, un changement de ton. Le journalisme s'adoucit lorsqu'un système est en difficulté. Et c'est ce qui s'est produit. Soudain, on parlait de défis institutionnels, de structures de succession floues et de surcharge de travail au sein de la famille royale active. Et pendant ce temps, je restais là, impuissante, à voir ma vie se rétrécir inexorablement, de plus en plus marquée par les traitements, les silences, la fatigue et des faiblesses que je n'avais jamais voulu révéler. Mais le pire n'était pas mon état physique, c'était de réaliser ce qu'il faisait à William. Il était déchiré entre deux mondes, celui qui attendait de lui qu'il reste fort, qu'il continue à représenter le pays, qu'il demeure un futur roi, et celui où il voulait me consacrer chaque seconde à moi, aux enfants, à notre petit cocon qui se resserrait de plus en plus en lui. Quelque chose s'est brisé en lui sous cette tension. Il ne l'a pas dit, mais je l'ai vu, dans sa façon de fixer le vide pendant de longues minutes, dans sa façon de s'enfermer dans un bureau encombré de documents qu'il ne pouvait plus lire, dans sa façon de s'asseoir simplement à côté de moi à des moments inopportuns, silencieux, cherchant son souffle dans une situation qui l'étouffait. Les conseillers du palais commencèrent à faire pression sur lui. Il devait redevenir visible. Il devait suivre les protocoles. Il devait dégager une stabilité que je ne pouvais lui offrir. Mais William a refusé. Non par entêtement, mais par amour. Sa priorité, c'était moi, et il ne pouvait pas le comprendre. Il voyait un prince, il ressemblait à un mari qui avait peur de me perdre à chaque instant. Et par-dessus le marché, presque ironiquement, une nouvelle crainte a surgi, et si la monarchie ne survivait pas à cette vulnérabilité, non pas parce que j'avais un titre, mais parce que j'étais devenu, involontairement, le visage humain d'une institution qui autrement paraissait souvent froide et distante. Lorsque les planificateurs internes ont commencé à spéculer sur des scénarios d'urgence, une restructuration de la représentation et même une redistribution temporaire de mes patronages, j'ai su que le palais ne pouvait plus éviter de faire face à une réalité sans précédent. Même les plus petits murmures me parvenaient. Et si Catherine ne revient pas? Et si la monarchie perdait un pilier féminin? Et si cela aliénait notre public pour toujours? Et derrière tout cela se cachait la question que personne n'osait poser. Un futur roi peut-il se suffire à lui-même à une époque où le lien humain est plus important que jamais? Ma maladie n'avait pas seulement attaqué mon corps, elle avait sapé les fondements mêmes sur lesquels une nation avait bâti sa confiance. Et face à cette prise de conscience, j'ai ressenti le poids de quelque chose qui me dépassait. Pourtant, je savais que j'avais encore un rôle à jouer, non pas en tant que princesse, ni en tant que personnalité publique, mais en tant qu'être humain qui devait décider de la suite de cette histoire. Le jour où le médecin a prononcé le mot « rémission », je n'ai pas ressenti cela comme une victoire, mais plutôt comme l'entrée prudente d'un tunnel obscur. Ni jubilation, ni larmes de soulagement. D'abord seulement de l'incrédulité. Car après des mois où chaque seconde était rythmée par la douleur, l'incertitude et des traitements qui m'épuisaient physiquement et moralement, cette bonne nouvelle semblait presque suspecte. Comme si mon corps pouvait me trahir à nouveau à tout instant. Et pourtant, elle était là, une lueur d'espoir. Un instant où les contours abrupts de l'avenir se sont adoucis. Mais malgré cet espoir, une peur sourde persistait, le murmure que cette paix ne serait que temporaire, car la rémission ne signifie pas la fin. Elle signifie une pause, elle signifie la vigilance, et elle signifie que chaque projet, chaque attente, chaque pas que je ferai désormais sera empreint de prudence. Quand le monde a appris ma rémission, il a réagi comme si un miracle s'était produit. Les journaux titraient sur des mots comme « triomphe »,« rayon d'espoir » et « nouveau départ ». Les gens se rassemblaient devant les palais, certains drapés de drapeaux, d'autres portant des fleurs. Il y avait du soulagement certes, mais aussi quelque chose d'indicible, un sentiment de dépendance collective. Comme si ma guérison était devenue une condition sine qua non de la stabilité de la confiance. Je le ressentais à la fois comme une douce étreinte et comme un lourd fardeau. Car même si mon corps avait temporairement remporté la bataille, je savais que le combat n'était pas terminé. Le palais était confronté à un défi différent. Officiellement, ma rémission était présentée comme un nouveau départ. Mais en interne, on parlait autrement stabilité temporaire, planification prudente, ajustement structurel. Les conseillers, en pleine crise depuis des mois, cherchaient désormais à déterminer comment la monarchie devait gérer une princesse qui n'était plus disponible. Mon rôle devait être revu non par faiblesse, mais par réalisme. William était déterminé à me protéger. Sa joie était sincère, mais derrière elle se cachait une certaine méfiance, comme s'il craignait à chaque instant que quelque chose ou quelqu'un ne me pousse à bout. Il ne le disait pas, mais je le voyais à sa façon de m'accompagner au rendez-vous, à son besoin de vérifier 3 fois chaque changement d'horaire, à son refus de me confier des tâches autrefois routinières. Il ne voulait pas me perdre, plus jamais jamais. Et puis il y avait nos enfants.
Leur réaction était pure d'une honnêteté désarmante. George semblait soulagé mais aussi inquiet, comme s'il craignait qu'une trop grande joie ne provoque le destin. Charlotte m'a demandé très directement quand je serais complètement guérie. Un rappel que l'espoir et la logique enfantine font rarement bon ménage. Louis a sauté dans mes bras comme si le monde était redevenu entier. Mais même dans leur joie, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément touché. Ils avaient grandi. Non pas physiquement, mais dans leurs yeux. Ils avaient vécu une perte qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à endurer. Et tandis que je reprenais peu à peu une routine plus tranquille, visites privées, réunions en petit comité, tâches peu exigeantes physiquement, je constatais combien le monde me percevait différemment. Plus seulement comme une princesse, mais comme quelqu'un revenant d'un précipice que tous avaient rendu visible. L'empathie était immense, mais l'appréhension parfois encore plus grande. Car dès ma réapparition, une nouvelle tension surgissait. Combien de temps durerait cette paix ? Au sein du palais, la pression pour anticiper l'avenir s'intensifiait. Non par insensibilité, mais parce que c'était leur devoir, assurer la pérennité de l'institution. À huis clos, on discutait de différents scénarios. Des scénarios que je n'aurais jamais voulu entendre, mais pour lesquels il fallait être suffisamment réaliste afin de s'y préparer. Qui assumerait quelle responsabilité si ma santé se détériorait à nouveau? Quelle flexibilité fallait-il accorder aux engagements publics? Et comment gérer une monarchie dont le cœur humain était devenu si visiblement fragile? Simultanément, un autre mouvement a émergé subtil mais tangible. On a commencé à percevoir ma vulnérabilité comme une source de changement. Mon combat avait ébranlé un dogme sacré depuis des générations, l'illusion de l'invulnérabilité des familles royales. Il a ouvert la voie à l'honnêteté, aux histoires humaines, à la prise de conscience que la force se révèle parfois dans la vulnérabilité. C'est Charles qui l'a exprimé le plus clairement. Lors d'une réunion privée en présence de sa famille et proches uniquement, il a déclaré « Son courage nous a rendus plus humains ». Et c'est peut-être précisément ce dont nous avions besoin. Non pas comme un compliment, mais comme un constat. Ces mots m'ont marqué. Car peut-être, qui sait, ma maladie n'avait pas seulement détruit quelque chose en nous, mais avait aussi ouvert la voie à autre chose, une nouvelle conscience, une nouvelle forme de connexion entre le palais et le public. Une monarchie plus douce, plus honnête, plus humaine. Pourtant qu'une question demeurait une question qui me hantait. Une question qui me poursuivait durant les heures de calme entre les traitements, durant les nuits blanches, durant ces moments où j'osais à nouveau faire des projets et où je ressentais aussitôt leur fragilité. Que se passera-t-il si cela se reproduit ? Et plus douloureux encore, qu'adviendra-t-il de ma famille et de la monarchie lorsque je ne serai plus là ? Je ne sais toujours pas de quoi l'avenir sera fait. La rémission n'est pas une fin, ni la sécurité ni une garantie. C'est une opportunité, un répit, une chance de reconstruire sur des fondations qui ne seront plus jamais les mêmes. Mais si cette maladie m'a appris une chose, c'est que mon histoire ne s'achève pas dans la peur. Elle s'achève dans la résilience, dans l'amour, dans la détermination de continuer à me battre. Pour ma famille, pour ma santé, pour qui je suis au-delà du rôle qu'on m'a assigné. Alors je prends chaque jour comme il vient. Non pas comme une princesse, non pas comme un symbole, mais comme une personne.